Je vais... Je vais me présenter. Bonjour à toutes et à tous, Sophie Kwasny du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Donc je remercie le bâtonnier ainsi que l'AFDIT de l'invitation. C'est un plaisir d'être là. Et on m'a effectivement demandé de vous parler de la Convention. Alors je crois que sur le programme, le titre c'est Extension hors UE, mais de façon plus générale, j'ai parlé vraiment de la complémentarité entre le règlement, le cadre de l'Union européenne et la Convention. Je ne vais pas vous faire une présentation exhaustive de la Convention, mais vraiment me concentrer là-dessus et souligner ce qui pour vous peut être d'intérêt en France, tant au niveau vraiment national qu'au niveau d'un regard international avec l'aspect flux transfrontières. Nicolas, j'avais une présentation, s'il vous plaît. Et je vais essayer de répondre aux attentes de M. Sauron, qui a plusieurs fois précisé que Sophie Kwasny allait répondre à cela. Bon, je vais essayer, Jean-Luc, je vais essayer. Donc peut-être déjà commencer par un point de présentation du Conseil de l'Europe. Nul d'entre vous ne l'ignore, le Conseil de l'Europe est basé à Strasbourg. Nous sommes le siège de la Cour européenne des droits de l'homme, Convention européenne des droits de l'homme. Et déjà en termes géographiques, nos travaux s'appliquent de façon très large puisqu'on a 47 États membres. Donc, si je souligne les deux plus grands qui ne sont pas dans l'Union européenne, c'est la Fédération de Russie et la Turquie. Alors, j'avance, oui. J'aurais pu vous montrer une belle photo de la petite France, mais voilà le siège du Conseil à Strasbourg. Alors, l'importance de souligner la Convention européenne des droits de l'homme, c'est vraiment de vous expliquer d'où on vient au Conseil de l'Europe et maintenant au niveau de l'Union européenne également, depuis 1995, avec cette matière, avec la matière protection des données personnelles. Les travaux du Conseil de l'Europe sont à la fois des travaux normatifs, et donc je vais y venir de façon particulière en présentant la Convention, mais en fait c'est un triptyque d'action. On édicte des normes qui vont ensuite être introduites au niveau national. On a des mécanismes de monitoring pour s'assurer que les pays vont respecter ces engagements et on travaille en coopération étroite à la fois avec nos États membres mais également au-delà. Ce sont des programmes qui sont financés par l'Union européenne. Par exemple, cette semaine, j'étais au Maroc à travailler avec la Palestine, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Tunisie, j'en oublie pas, si l'Égypte, pour faire la promotion de nos normes et faire en sorte que leur système national intègre ces normes-là. Alors la Tunisie et le Maroc, et on a entendu Karim tout à l'heure le présenter, sont des pays qui, pour cette zone-là, sont vraiment en avance. Mais si je mentionne l'Égypte, la Tunisie, la Palestine et le Liban, ils n'ont pas encore de loi de protection des données. Donc on va les accompagner dans la préparation de ces législations. Alors, la protection des données personnelles, je souligne qu'en fait, c'est la protection des personnes. Et c'est le titre de notre convention. On l'appelle la Convention 108, mais le titre complet de la Convention, c'est la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données. C'est le lien avec la Convention européenne des droits de l'homme, un droit fort, fondamental. On protège la personne. On lie traditionnellement ce droit à la protection des données à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Monsieur Lavoré l'a rappelé. Le droit au respect de la vie privée. Si l'Union européenne, dans sa charte, a affirmé de façon distincte le droit à la protection des données, au Conseil de l'Europe, donc on l'interprète sous l'article 8, c'est un des pans de cet article 8 sur le droit au respect de la vie privée, mais depuis déjà de nombreuses années, on a édicté des normes spécifiques en la matière. Notre Assemblée parlementaire, déjà en 1973 et en 1974, a adopté des instruments en matière de protection des données. Au fil de l'évolution de ce droit, donc sur plus de 40 ans, on voit qu'il s'affirme donc de façon indépendante, effectivement, et qu'il contribue à l'exercice de toute une série d'autres droits que j'ai mentionnés là sur cet écran. Donc c'est vraiment un rôle facilitateur de ce droit qui permet l'exercice d'autres droits fondamentaux. Alors pour en venir de façon spécifique à la Convention date du 28 janvier 1981, c'est la date de son ouverture à signature.
C'est depuis devenu la journée internationale de la protection des données, la journée où, de par le monde, on célèbre la matière et des événements sont organisés. Alors, c'est une convention qui, déjà en 81, avait une vocation ouverte, avec l'accent mis sur justement l'aspect transfrontière. Et donc, les rédacteurs de la convention s'étaient dit, on ne peut pas la limiter à nos États membres, il faut qu'on permette à tout pays de par le monde de pouvoir y adhérer. Elle est unique dans le sens où, à ce jour, elle n'a pas d'équivalent au niveau des Nations Unies. Donc ce potentiel ouvert lui donne vraiment un caractère fort, un équivalent de traité universel, je dirais. Et elle est influente puisqu'elle a inspiré de nombreux cadres juridiques. Le cadre de l'Union européenne en est l'exemple parfait avec la directive de 95. Alors effectivement, cette ouverture de la Convention au monde, c'est un succès. On est en pleine expansion. La Convention a été ratifiée par tous les États membres du Conseil de l'Europe, donc 47 pays. Et depuis 2013, on voit progressivement des pays de toutes les régions du monde rejoindre la Convention. Donc je les ai mentionnés à l'écran. Vous avez l'Uruguay, Maurice, Sénégal et Tunisie. Donc ces quatre-là sont partis. La Tunisie, c'est le dernier en date. C'est depuis un mois maintenant, le 1er novembre, que la Tunisie est devenue partie à la Convention. On a toute une autre série de pays qui ont été invités formellement par le comité des ministres à adhérer, mais qui n'ont pas encore mené à terme leur procédure d'adhésion. Donc c'est le Maroc, le Cap-Vert, le Burkina Faso et l'Argentine. Le Mexique, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'on a reçu la demande du Mexique en septembre et la décision devrait être prise là dans les semaines qui viennent par le comité des ministres. Il y a déjà un accord de principe au sein du comité de la Convention. Et donc cela, à partir du moment où un pays a été invité à adhérer à la Convention 108, c'est une reconnaissance du fait que ce pays, dans sa législation, a un système de protection des données qui est compatible et conforme aux principes de la Convention. Il est aussi important de souligner que la Convention établit un comité donc, qui se réunit à Strasbourg, qui réunit toutes les parties, mais qui réunit aussi des observateurs. Et la liste des observateurs est longue, vous pouvez le voir. Donc on a Amérique, Nord-Sud, on a Afrique et on a Asie. Ce qui fait que quand on se réunit à Strasbourg, ce sont près de 70 pays qui viennent et qui travaillent sur la matière. Donc vraiment d'importance fondamentale au jour d'aujourd'hui. Alors plus spécifiquement, l'articulation entre la Convention et le cadre de l'Union européenne, dans la directive de 95, vous le retrouvez dans le considérant 11, qui explique exactement ce que fait la directive par rapport à la Convention 108. Eh bien, la directive précise et amplifie les principes qui sont consacrés dans la Convention 108. En fait, la Convention 108, c'est une convention qui est vraiment générale. Si vous regardez, il y a une vingtaine d'articles et elle laisse la possibilité aux pays de se doter dans leur législation interne d'un niveau de protection qui va plus loin. C'est le cas déjà avec la directive et à plus forte raison, ce sera encore plus le cas avec le règlement. C'est l'articulation entre les deux. On part des mêmes bases, des mêmes principes, mais au niveau de l'Union européenne, on va plus loin dans le niveau de protection et de prescription. Alors, Jean-Luc le disait également tout à l'heure, la Convention 108, c'est la mère du... Alors, je suis désolée, c'était un tweet de Martin Selmayr, qui est directeur du cabinet du président Juncker, donc c'est en anglais. Mais voilà, il souligne, et c'était cette année, à l'occasion de la journée protection des données, il soulignait bien que la Convention 108 est la mère du règlement et donc du cadre juridique de l'Union européenne. Au niveau du règlement, la Convention 108, vous la trouvez explicitement mentionnée dans le considérant 105. Et le considérant 105 est à lire à la lumière de l'article 45 sur les flux transfrontières. Je cite aussi en particulier un document malheureusement qui n'existe pas en français, qui est une communication de la Commission européenne au Parlement européen. C'est ce que la Commission a appelé son approche stratégique des questions liées aux transferts internationaux de données à caractère personnel. C'est un document donc, qui date du 10 janvier 2017 et j'ai reproduit là partie du texte en anglais donc, puisque je n'ai pas trouvé la version française.
où vraiment on voit comment la Commission européenne, en fait, donc l'Union, considère la Convention 108. Donc, il y a un encouragement aux pays non membres de l'Union européenne à adhérer à la Convention et à son protocole additionnel. Et il mentionne que l'Union soutient pleinement les travaux de modernisation de la Convention. Je vais y revenir un peu plus tard. En vue d'une adhésion même de l'Union européenne à la Convention 108. C'est ce qui est envisagé quand on aura la 108 modernisée. Dans ce document, il est également dit que justement le cadre de l'Union et la Convention, eh bien, ensemble, contribuent à une convergence vers un haut niveau de protection des données. Donc c'est là vraiment toute la valeur ajoutée de la Convention 108 pour l'Union européenne, c'est de faire en sorte que d'autres régions du monde adhèrent à ces principes de protection des données. Alors, s'agissant en particulier justement des flux transfrontières, donc c'est le chapitre 5 du règlement, l'article 45.2c du règlement prévoit lors de l'examen en fait du niveau de protection du pays candidat à ce qu'on appelle l'adéquation, qui demande donc d'être reconnu comme adéquat, eh bien dans le cadre de cet examen-là, les engagements internationaux qui sont pris par le pays vont être considérés, et donc là, par engagement international, on refait le lien avec le considérant 105 qui vise spécifiquement la Convention 108. Donc ça, déjà, c'est fort, c'est que l'Union européenne dit aux pays qui ont envie d'être reconnus comme adéquats, écoutez, une des premières étapes pour vous serait l'adhésion à la Convention 108. Alors, il faut être clair à cet égard. Adhérer à la Convention 108 ne veut pas dire qu'il va y avoir liberté de circulation des flux vers les pays partis à la Convention 108. Ce n'est pas le cas. Et les États membres de l'Union seraient très mécontents avec le Conseil de l'Europe, et la Commission européenne serait très mécontente si on tenait un langage différent. Il y a une restriction de circulation des flux vers les pays tiers. La Convention 108 permet déjà de se rapprocher du règlement et du niveau de protection qu'elle consacre, mais ce ne sera pas le blanc-seing pour exporter des données vers la Tunisie, vers l'Argentine et vers les autres pays partis à la Convention. C'est un des éléments qui vraiment favorisera la prise en compte du niveau. L'autre point qui, moi, me semble vraiment intéressant dans le règlement, mais là, je parle à titre personnel, ça n'a pas encore été vu avec les instances de Bruxelles, c'est l'article 46 sur les transferts moyennant des garanties appropriées, donc les clauses types. Eh bien, on peut se dire qu'à l'avenir, avec une Convention 108 modernisée, il pourrait y avoir un accord Bruxelles-Strasbourg pour définir des clauses types applicable immédiatement à tous les pays partis à la Convention 108 et qui reprendrait donc en fait les différences qu'il y a entre la Convention 108 modernisée, puisque là vraiment on se projette vers l'avenir, et le RGPD, et qui là faciliterait vraiment de fait la circulation des flux et des données vers ces pays-là. Donc dès que nous, à Strasbourg, on aura finalisé les travaux de modernisation de la Convention, on va essayer de s'orienter vers cela et de voir si on ne peut pas préparer des clauses types pour pays liés par la 108. Alors la modernisation de la Convention, je vais vous en dire un mot. On voit que les exercices législatifs prennent du temps et c'est malheureusement le cas également à Strasbourg avec la modernisation de cette Convention, parce qu'on y a travaillé dès 2011, donc avant même que la Commission européenne ait proposé le projet de règlement et de directive. On avait commencé à travailler sur la modernisation. On allait assez rapidement jusqu'à ce que l'Union européenne vienne nous dire à Strasbourg « attendez, attendez, attendez ». On n'a pas arrêté le langage du règlement. Comme il doit y avoir une compatibilité pleine entre les instruments, il serait bon d'attendre que le règlement et la directive, parce que la Convention est applicable de façon vraiment transversale, secteur public, secteur privé, police, coopération judiciaire, ça il faut le souligner. Eh bien donc, les instances de l'Union européenne nous ont demandé d'attendre qu'il y ait finalisation du règlement. Donc on avait dû attendre jusqu'à début 2016. Depuis, les négociations ont repris de plus belle, mais on n'a pas encore abouti. Il y a 3 points de discussion et je vais les mentionner rapidement.
Mais alors les objectifs de cette modernisation, évidemment, vous pouvez vous en douter, la Convention date de 80, donc on vise à appréhender les nouveaux défis liés en particulier aux technologies qu'on utilise tous les jours. Dans le cadre de cette modernisation, on voulait néanmoins évidemment maintenir la nature générale et ouverte de la Convention, donc on a bien gardé cela à l'esprit dans le cadre des travaux de modernisation, pouvoir permettre de continuer à cette convention, d'être attractive au-delà des frontières de l'Europe, et donc réaffirmer sa vocation universelle. Alors on établit aussi un mécanisme de contrôle, un mécanisme de monitoring qui n'existe pas à l'heure actuelle avec la Convention 108 et qui est problématique parce qu'on l'a vu, il y a des pays qui viennent, qui ratifient la Convention et qui en réalité n'avaient absolument pas de niveau compatible. Bon ça, je parle du passé, c'était dans les années 90, heureusement ça n'a plus été le cas depuis, mais on voudrait éviter que ça se reproduise à l'avenir et donc ce comité de toutes les parties qui se réunit à Strasbourg pourra examiner le suivi de la Convention et voir si les pays respectent leurs engagements, ce qui là sera vraiment fondamental à nouveau dans le cadre de l'articulation avec le règlement. Si on veut faciliter les flux, il faut qu'on puisse se doter d'un mécanisme de contrôle. Alors, je vous avais présenté l'impact, enfin le lien entre la Convention et le règlement sous l'angle du règlement, donc c'est le considérant 105 et l'article 45 du règlement. Mais il est aussi important de noter que le cadre de l'Union européenne a eu une influence sur la Convention et sur les négociations dans le cadre de sa modernisation. On a un article dans la Convention qui vise spécifiquement donc les flux transfrontières, c'est l'article 12. Et cet article 12, à l'heure d'aujourd'hui, de la Convention de 81, établit le principe de la liberté de circulation des flux entre parties. Ça, c'était valable en 81 et malheureusement, ça ne l'est plus depuis 95, depuis la directive, puisque depuis la directive de 95, les pays de l'Union n'ont plus le droit d'exporter des données en dehors de l'Union, bon, avec la limite évidemment des pays adéquats. Mais donc en fait, là, dans le cadre de la modernisation de la Convention, cet article sur les flux transfrontières, eh bien là, l'Union européenne est venue dire attention, Conseil de l'Europe, avec votre convention, vous ne pouvez plus maintenir cette liberté de circulation des flux entre parties. Vous voyez bien que nous, on limite les flux. Et donc, en fait, c'est reflété dans un langage un peu obscur, je dirais. La terminologie qui a été choisie parce qu'il fallait s'assurer qu'on était neutre dans la formulation, qu'on ne visait pas une organisation en particulier. Donc la terminologie retenue, ça a été que quand des pays sont retenus par des règles de protection harmonisées communes à des États appartenant à une organisation internationale régionale, lire Union européenne, eh bien là, il y a les parties. Après, pour le fonctionnement de l'article, ce flux transfrontière, la logique est la même que le cadre de l'Union européenne. En fait, vous pouvez échanger librement quand vous êtes parti, donc à l'exception toujours du cadre de l'Union, parce que vous avez une forme de réciprocité à un niveau de protection qui est le même, et pour envoyer des données en dehors des parties à la Convention 108, après il faut mettre en place plusieurs mécanismes pour s'assurer que la protection est respectée. Alors juste les 3 points, enfin même 4, qui sont encore en cours de négociation à Strasbourg au comité des ministres sur le texte de la Convention modernisée. On pense aboutir soit encore fin d'année, soit début 2018. Il y a eu énormément de discussions sur les exceptions possibles. C'est l'article 9 de la Convention et qui suit en fait la logique de la Convention européenne des droits de l'homme, donc l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Paragraphe 1 dispose vraiment le droit au respect de la vie privée et paragraphe 2 permet de venir limiter l'exercice du droit au respect de la vie privée. C'est la même chose avec la Convention 108. Vous pouvez venir limiter l'exercice de certains des droits reconnus par la Convention, mais dans des conditions très strictes. Il faut qu'il y ait une loi, il faut que ce soit nécessaire dans une société démocratique et pour un certain nombre d'objectifs légitimes. Eh bien cet article-là est âprement débattu, en particulier par un État qui voudrait étendre le champ des exceptions, faire référence à la notion de secret d'État qui n'existe pas pour le moment dans la Convention. Et cet État-là, bien là, rencontre l'opposition de tous les autres négociateurs à la table.
Le point sur l'article 12 sur les flux transfrontières que je vous mentionnais, avec maintenant le fait qu'on reflète cette limitation propre au cadre de l'Union européenne, ça aussi c'est débattu, puisque évidemment vous pouvez l'imaginer, tous ceux qui sont partis à la Convention, qui ne sont pas membres de l'Union, ne sont pas très heureux de voir cela introduit dans la Convention 108. Et enfin, le dernier point, c'est un point technique, c'est la question du droit de vote au sein du comité. Donc c'est technique, mais en même temps c'est très stratégique dans le pouvoir et la relation entre l'Union européenne et les autres pays au sein du Conseil de l'Europe et plus largement les parties à la Convention pour éviter qu'il y ait vraiment une domination qui s'exerce de façon systématique. Enfin, on se pose encore à l'heure qu'il est la question de la forme juridique de cet instrument. On avait prévu de moderniser la Convention par un protocole d'amendement. La difficulté du protocole d'amendement, c'est qu'il faut qu'il soit ratifié par toutes les parties. Donc à ce jour, ce serait 51 pays qui devraient ratifier pour que tous les travaux de modernisation entrent en vigueur. Mais on l'a vu au cours des négociations, avec les tensions, avec les objections de certains pays, on se demande si c'est vraiment sage d'aller vers cette voie et s'il ne vaudrait pas mieux recommencer avec une autre convention, une convention révisée. Ce serait certainement plus sûr, mais en même temps, on ne partirait pas avec cette masse de 51 pays. Il faudrait graduellement qu'on arrive à nouveau à cela. On espère donc aboutir bientôt avec ces travaux, et c'est évidemment fondamental avec l'application à compter du 25 mai du règlement. Quelques points qu'on ne trouvera pas dans la Convention 108 modernisée et qui figurent dans le règlement: le droit à l'oubli, le droit à la portabilité, les actions collectives. Et donc là, je fais le lien justement avec l'initiative de Max Schrems, qui justement est en train de se préparer à la mise en œuvre de l'article 80 du règlement. Tout ça, vous ne le trouverez pas dans la Convention 108. Justement, puisque la Convention établit un socle et que l'Union européenne va plus loin, c'est ce qu'on appelle la protection plus étendue, c'est ce qui est permis par la Convention. Alors, un point aussi important au niveau national, on l'a entendu déjà ce matin, le règlement, à plusieurs égards, renvoie au législateur national le soin d'encadrer certains sujets. Alors, si on prend l'article 88 du règlement sur le traitement des données dans le cadre des relations de travail, c'est le cas. Et là, les travaux du Conseil de l'Europe peuvent aussi être intéressants, donc au niveau français, au niveau de chacun des États membres de l'Union, puisqu'on a adopté en 2015 une recommandation sur le traitement des données dans le cadre de l'emploi. Donc c'est vraiment spécifique à cela. Donc on verra si le législateur français s'en inspire. La Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt récent de septembre, l'arrêt Barbulescu contre Roumanie, qui traitait de la surveillance de la communication électronique d'un salarié, eh bien cet arrêt fait référence à la recommandation de 2015. Et là, c'est intéressant puisqu'on parlait avant de soft law. Les recommandations sont du soft law, mais quand la Cour européenne mentionne une des dispositions d'une recommandation dans un de ses arrêts, eh bien du coup, la force contraignante est toute différente. Alors juste à titre d'information, si ça peut vous intéresser, vous retrouverez tout ça sur notre site. Ce comité de la Convention qui se réunit à Strasbourg travaille actuellement sur 2 sujets. La préparation d'un guide pratique sur l'application des principes de protection des données à la police. Et donc en fait c'est la traduction d'une recommandation de 87 un peu mise au goût du jour. Et on travaille également à la préparation d'une recommandation sur les données relatives à la santé. C'est la mise à jour d'une recommandation de 97 qui visait spécifiquement les données médicales. Donc, je le dis bien, recommandation, c'est un instrument non contraignant, mais là, on s'est inspiré aussi pas mal de ce qui est fait au niveau du règlement. Il y a des aspects référentiels, droit à la portabilité notamment, qui sont fondamentaux pour la matière et en cas de traitement de données relatives à la santé. Enfin, un document qui, lui, a été adopté en début d'année, le 23 janvier, ce sont nos lignes directrices sur le big data. Je sais qu'André serait intéressé d'en prendre connaissance. Donc voilà, ça aussi, c'est pour vous démontrer un peu la variété des sujets que le comité traite à Strasbourg. On peut partir d'une convention très générale, mais ensuite aller vraiment dans un niveau sectoriel et de détail assez fouillé et qui, vous aussi, au niveau national, peut vous intéresser. Merci. Merci beaucoup. C'était extrêmement clair. Et
Pardon. Une observation sur le guide